13h sur la télévision du Burkina, bienvenue à la première édition de l'actualité, les titres. L'armée nationale rend hommage aux dévanciers, un hommage qui a pris tout son sens dans ce contexte d'attaque terroriste. Images et commentaires du traditionnel cérémoniel de dépôt de gerbes à suivre en début de journal. Dans ce journal également, un gros plan sur la situation des enfants déplacés en âge de scolariser dans la province du Numbiel. Leur parcours, leurs conditions de vie actuelles ont attiré l'attention d'une de nos équipes. Et puis en Californie, alors que des milliers de pompiers mobilisés bataillent dure pour contenir l'avancée des feux de forêt, un nouvel incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi. Des milliers d'hectares sont déjà partis en fumée. Ravi de vous retrouver. Commémoration du 59e anniversaire des Forces armées nationales. L'événement s'est poursuivi ce matin par le traditionnel dépôt de gerbes et c'est le ministre de tutelle, Chérif Sy, qui a sacrifié à la tradition. Occasion d'appeler une fois de plus soldats et populations à faire front commun contre l'hydre terroriste. Le film de la cérémonie avec Issa Ouedraogo et Dramane Guéné. Revue des troupes. Hymne national. Hymne aux morts. Puis le clou de la cérémonie, le dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire des frères d'armes qui ne sont plus de ce monde. Les traditions nous enseignent qu'il faut se rappeler de tous les dévanciers parce que c'est sur cette base que nous construisons aussi bien le présent que l'avenir. Donc cette cérémonie de dépôt de gerbes, c'est nous rappeler les fondateurs de notre armée, nous rappeler de nos frères d'armes qui sont tombés au champ d'honneur, nous rappeler aussi que nous devons laisser quelque chose aux générations futures. Il faut alors perpétuer la mémoire des dévanciers, surtout en cette période de crise. Et la mission incombe à tous, militaires comme civils. Aux soldats, c'est d'être digne, d'être soldat. C'est le vrai mot, être soldat. Et pour la population, je leur demande, le Burkina, il n'y a pas deux, il y a un seul Burkina. Donc, encourageons-nous, encourageons ces soldats pour que nous puissions avoir la victoire très tôt. Ce dépôt de gerbes, c'est l'acte final de la célébration du 59e anniversaire des Forces armées nationales. Elle a défrayé la chronique en milieu de semaine, cette affaire d'explosifs découvert dans le quartier Rayongo de Ouagadougou. Interrogé sur la question, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants affirme qu'il s'agissait d'une bonbonne de gaz sans danger prise en charge par le génie militaire. Mais les enquêtes se poursuivent pour déterminer la provenance de l'objet. Chérif Sy s'exprime au micro de Issa Ouedraogo et Dramane Guéné. Il s'agit tout juste d'une bonbonne de gaz ou de quelque chose, en tout cas un élément qui pourrait être toxique, qui a été jeté dans un ravin au niveau de Rayongo. Immédiatement, les forces de police et les gendarmeries se sont déployées sur les lieux, ont fait le constat, ont appelé le génie militaire spécialisé justement dans le déminage, qui a aussi fait le constat et qui a fait le nécessaire. Donc il ne s'agit pas d'une bombe. Je puis vous rassurer, avec les éléments à notre disposition en tout cas, d'écarter cette thèse-là, de ne pas paniquer la population. Nous pensons, en tout cas, en attendant que l'enquête se termine, nous pensons que simplement c'est des gens qui ont dû piquer ça quelque part et ne sachant pas qu'en faire, ils l'ont jeté dans ce ravin.
Le Premier ministre Christophe Dabiré est de retour à Ouagadougou après un séjour en Arabie Saoudite. Il prenait part au forum sur l'initiative des investisseurs futurs. Entre échanges avec des investisseurs privés et autorités saoudiennes et rencontres avec nos compatriotes, le Premier ministre dresse un bilan satisfaisant de son séjour saoudien. Des précisions avec nos envoyés spéciaux Roger Kam et Olopoda. C'est un symbole de l'exemplarité de la coopération qui lie le Burkina Faso au Royaume d'Arabie Saoudite. Ce tête-à-tête entre son Altesse le Prince héritier Mohamed Ben Salman et Christophe Joseph-Marie Dabiré annonce de nouvelles perspectives pour les deux pays. Le Prince héritier a exprimé la disponibilité de son Altesse royale de continuer à travailler avec le président du Faso qu'il connaît très bien et qu'il a déjà reçu en audience et pour que le développement économique et social du Burkina Faso soit davantage réalité avec la contribution efficace du Royaume saoudien. C'est cette volonté de voir l'axe Riyad-Ouagadougou se consolider au double plan diplomatique et économique avec de nombreux projets et programmes de développement qui a guidé les pas du Burkina Faso au forum sur l'initiative des investissements futurs sur invitation des autorités saoudiennes. Il y a d'abord la mise en place de la zone de libre-échange continentale de l'Afrique qui a été signée à Niamey et qui doit rentrer en vigueur à partir du mois de juin 2020. C'est un élément extrêmement important pour le développement des échanges au niveau continental. Et ça donne des perspectives pour ce qui concerne les opportunités de développement et d'investissement au niveau de l'Afrique. Le deuxième aspect, c'est que les questions sécuritaires ont été également évoquées par les chefs d'État. Et le développement économique de l'Afrique ne pourra pas se faire sans le retour à la paix et à la sécurité dans les différents pays. Et de ce point de vue, il apparaît nécessaire pour les pays africains de bénéficier de la contribution efficace de l'ensemble de la communauté internationale. Le renforcement du capital humain et l'accès à des investissements structurants font partie des priorités du Burkina Faso. Ces priorités ont conduit la délégation burkinabé au siège du Fonds saoudien de développement pour faire le point du portefeuille des projets financés par ce bailleur. Pour faire face aux besoins des déplacés internes, le Burkina Faso, par la voix de son Premier ministre, a sollicité le concours du Centre Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire pour une prise en charge adéquate des déplacés internes. Il est indispensable aujourd'hui que nous fassions des efforts pour sortir les populations déplacées internes qui occupent un certain nombre d'établissements d'enseignement dans notre pays, qu'on les aide à se déplacer, à avoir des tentes où ils vont s'abriter en attendant leur retour dans leur village et sur leur terrain de prédilection. Donc de ce point de vue, nous avons sollicité un appui. Il y a également l'aide alimentaire qu'il faut mobiliser et il y a l'aide sanitaire qu'il faut également mobiliser. L'opération des charmes du Burkina Faso à Riyad annonce des perspectives heureuses pour les mois à venir. C'est cet espoir qui donne le sourire au Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré qui tire un satisfecit total de son séjour en terre saoudienne. Les experts des 5 pays membres du G5 Sahel en conclave à Ouagadougou et préparent la 6e session ordinaire du Conseil des ministres prévue dans quelques jours. En attendant, les experts examinent les recommandations et instructions des précédentes sessions. La feuille de route de la présidence burkinabé du G5 Sahel sera aussi passée au peigne fin. L'ouverture des travaux avec Idrissa Warga et Moumouni Soubeïga. En prélude à la 6e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel, les experts des pays membres balisent le terrain. L'ordre du jour prévoit l'examen de nombreuses questions, à savoir l'état de mise en œuvre des recommandations et instructions des sessions précédentes et la mise en œuvre du processus d'élaboration du cadre intégré sécurité-développement. Il s'agit essentiellement pour nous, experts, de faire le point au ministre sur notre programme annuel de travail, sur l'exécution du budget, sur les questions relatives à notre renforcement de capacité, donc à notre réorganisation qu'ils ont commandée et qu'ils pilotent. C'est une réunion à mi-parcours.
Le Burkina Faso préside actuellement le G5 Sahel et il sera également question d'examiner la mise en œuvre de la feuille de route de sa présidence. Cette feuille de route est assortie d'un plan d'action comprenant 4 priorités, à savoir, premièrement, le renforcement des actions d'opérationnalisation de la force conjointe. Deuxièmement, la mise en œuvre des projets prioritaires. Troisièmement, le renforcement des capacités du secrétariat permanent. Et quatrièmement, le renforcement de la résilience des femmes et des jeunes, la cohésion sociale et les droits humains. Aussi, des actions transversales sont développées pour regrouper les activités diplomatiques et de pilotage. C'est le 5 novembre prochain que se tiendra la 6e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel dans la capitale burkinabé. Et avant de procéder à l'ouverture des travaux préparatoires, une minute de silence a été observée en la mémoire des 54 soldats maliens tombés hier suite à des attaques terroristes. Des attaques terroristes qui ne font que grossir le nombre des déplacés internes au Burkina Faso qui se compte désormais par plusieurs dizaines de milliers. La province du Numbiel dans le sud-ouest a aussi son lot de déplacés, parmi lesquels des enfants en âge de scolariser. Une de nos équipes s'est intéressée à la situation de ces enfants. Le dossier porte la griffe d'Alassane Bani et Ahadi Sandamba. Il est originaire de Barboulé dans le Somme. C'est par coup de chance que cet élève de la classe de terminale a repris le chemin de l'école. Et pourtant, il avait perdu tout espoir de repartir à nouveau sur les bancs. À cause de la situation sécuritaire, il décide de faire l'orpaillage et c'est à Kounkiera, à quelques encablures de bâtier, qu'il va déposer ses valises. Moi, c'est un orpaillage, je suis venu là-bas. Quand on est venu à bâtir ici, il y a un qui vient de nous, vers chez nous. Il travaille depuis Baou, mais c'était pas ici. Donc, on est venu voir le proviseur. Je me suis inscrit. Sinon, quand je venais là, dans mon idée, c'était pour venir faire leur faillage. Tout comme lui, ils sont plus d'une vingtaine dans cette situation d'élèves déplacés internes à intégrer les écoles primaires et secondaires du Numbiel cette année. Au lycée provincial, par exemple, environ une dizaine y sont inscrits. En début d'année scolaire, nous avons été contactés par le préfet de Bati pour dire qu'il y a des déplacés internes. Bon, mais en ce temps, nous, on avait fini de tenir notre commission de recrutement. On avait déjà ficelé les effectifs, donc il fallait trouver une solution à l'interne. Inscrits de la 6e à la terminale, ces élèves ont été accueillis malgré quelques irrégularités. Les frais de scolarité, jusqu'à présent, on ne sait pas qui doit payer. D'autres sont venus sans extrait ni un bulletin. Il y en a même qui n'ont pas de tenue, mais qui sont acceptés. Cependant, une chose est de reprendre les cours et une autre d'avoir le minimum pour survivre. Côté alimentation, ils ne savent même pas comment se débrouiller. Et ils sont ici, certains sont venus s'installer, d'autres ils sont venus rester dans des familles. Il y a 2 même qui ont loué une maison. Maintenant, je leur ai demandé, mais qui va s'occuper de ça? Jusqu'à présent, je n'ai pas de solution. Du côté des services sociaux, l'heure est toujours aux réflexions et l'accompagnement, lui, tarde à venir. Ce qui est fait ici, c'est l'accompagnement psychosocial. Mais malheureusement, côté matériel, côté financier, là, concrètement, il n'y a pas un fonds déposé comme ça pour peut-être les appuyer. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a des bourses en cours. Nous sommes en train de voir avec les partenaires en question si on pouvait peut-être prioriser même ces enfants. Au-delà de toutes ces difficultés, ces élèves se sentent plus à l'aise ici. Ils sont déjà intégrés et mieux, ils ont des amis qui sont à leur côté. Actuellement, moi, je peux commencer à avoir un peu des amis. On a formé le groupe même avec les mêmes gars là, on travaille. En tout cas, je sens une différence. Parce que ici, là, je suis en l'aise. Mais si c'est à Guibo, là, en tout cas, il y a les dérangements. À 12 ans, eux aussi sont des déplacés internes. Nés dans la commune rurale de Pensa, dans la région du Centre-Nord, ces jumeaux sont obligés de reprendre la classe de CM1 à l'école primaire publique de Midebdo, toujours dans le Numbiel. Quand on veut là-bas, là, le jeudi vient tuer les gens. On fouille pour venir ici. Ici c'est bon, là-bas c'est pas bon. Le jeudi, le véhicule ici. Ils ont
un peu de problème par rapport aux autres élèves. Et les autres élèves, le maître les a pris depuis le CE2. Donc, bon, ils n'ont pas la même manière de voir les choses. Bon, par rapport à eux, ils n'ont pas fait cours l'année passée. Dans la circonscription d'éducation de base de Midebdo, au total, 12 élèves déplacés répartis dans 5 écoles ont été accueillis pour cette année scolaire. Mais il faut reconnaître qu'il y a le CP1, on ne les a pas trop pris en compte parce que comme là, c'est des enfants qui viennent de commencer, d'intégrer le système, on n'a pas pu les comptabiliser parce qu'ils sont venus s'inscrire comme tous les autres enfants d'ailleurs. Et pour faciliter l'intégration de ces déplacés, les enseignants et l'ensemble du corps d'encadrement ne cessent de mener des sensibilisations auprès des enfants, nous confie le chef de la circonscription d'éducation de base de Midebdo. Pour ce qui est de leurs conditions de vie, tous appellent à la solidarité afin que ces élèves, du primaire comme du secondaire, puissent terminer l'année dans de meilleures conditions. Restons avec Alassane Bani et Ahadi Sandamba qui nous dressent le portrait d'un producteur de manioc, Tontinoté ici, puisque c'est de lui qu'il s'agit d'y vivre de cette culture depuis plus d'une décennie. Sa production annuelle est estimée à 100 tonnes. Cette année encore, Tontinoté Sib bénéficie de l'aide des jeunes de son village pour la récolte. Depuis maintenant une décennie, c'est comme ça ici à Wakianao, un village situé à quelques encablures de Kamti. Producteur de manioc depuis 2006, il se positionne aujourd'hui comme le plus grand producteur de la localité, mais aussi un expert en la matière. Le manioc n'est pas adapté à toute terre. Il faut faire le choix du terrain. Le choix du terrain, c'est quoi? C'est aller voir la terre qui est adaptée à la production du manioc. Et que cette terre-là, il faut aller au moment où il y a la pluie. Tu vas, tu enlèves la terre, là, tu fais la mort, tu laisses tomber. Si c'est éclaté, c'est que ça peut produire, et tu peux produire du manioc là. Parce que c'est une filière qui aime vraiment les terres riches. C'est pourquoi il possède des fosses fumières et utilise également de la fumure organique brute issue de son élevage dans la production de son manioc. Un système très rentable car, faut-il le rappeler, l'achat des engrais semble être un casse-tête chinois pour bon nombre de producteurs. Toutes ces connaissances, Tontinoté Cible les a acquises lors d'une formation. Mais c'est au fil des années que ces connaissances se sont aiguisées. Il serait le seul rescapé d'un groupement de producteurs de manioc qui n'a pas pu résister aux intempéries. Nous étions au nombre de 26 producteurs. Et aujourd'hui où je vous parle, dans l'ancien groupement, là, je suis le seul producteur qui a résisté jusqu'à aujourd'hui. Mais loin de se décourager, il a plutôt doublé d'efforts et mieux, il est parvenu à convaincre d'autres jeunes de son village à lui emboîter le pas. Car pour lui, rien n'est plus rentable que la culture du manioc. Si je dis qu'il n'y a pas une filière qui est rentable comme le manioc, peut-être d'autres allaient dire que bon, ceux qui ne connaissent pas vont dire qu'est-ce que celui-là raconte. Sur le terrain, c'est un homme comblé que nous avons rencontré. Tontinoté Cible dit de voir sa survie et mieux sa réussite à la production du manioc. Et avec un demi-hectare au départ, aujourd'hui, l'homme exploite 4 hectares sur 2 sites. Avec le manioc, j'ai payé une moto, j'ai construit 2 maisons. Et avec le manioc, aujourd'hui, j'ai des bœufs de tête et des bœufs de traite. Et en fait, j'ai quelques têtes de bœufs aussi. Avec les 4 hectares de manioc, il attend cette année un bénéfice d'au moins 6 millions de francs CFA. Ici, tout est rentable. Des tiges seront vendues et utilisées comme des boutures, en plus de la vente des tubercules destinés à la consommation locale ainsi qu'à la transformation. Et avant, on vendait avec les transformateurs qui sont à Passena, mais elles se sont intéressées maintenant à la part du manioc et de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, c'est avec uniquement Mme Palanfo que nous vendons notre manioc. C'est l'une des plus grandes unités de transformation de manioc basée à Gawa. Et quand nous quittions les champs, les chargeurs étaient effectivement à la tâche. Mais au-delà de tout, la culture du manioc reste confrontée à un certain nombre de difficultés ici à Wakianao. Surtout la divagation des animaux. Puisque nous voulons encore des grandes superficies, mais par manque de moyens, vraiment, bon, on est toujours calé avec les petites superficies. Les 4 hectares de cette année-là, ce n'est pas mon choix, mais c'est avec les difficultés qui a fait ça. En effet, pour faire face à la divagation des animaux, il faut forcément clôturer le champ. Et à titre illustratif,
Pour les 2 sites, Tontinotè Cible a déboursé plus d'1,5 million de nos francs. Vous voyez tous ces 2 hectares là, c'est clôturé avec le grillage. 2 hectares là, ça fait environ 800 000. Le rouleau fait 25 000, il faut 6 rouleaux. C'est pas facile. Mais c'est une difficulté qui est en passe d'être résolue avec le concours de la municipalité de Kamti. Dans chaque village, on trouve vraiment une fourrière. Voilà, ça c'est venu au niveau de la mairie. Et que bon, au cas où les animaux sont venus dans ton champ, tu les mets dedans. La mairie vient, bon, il prend par tête ses droits. Et le producteur, lui aussi, est dédommagé après évaluation des pertes subies. Une solution qui, au dire de Tontinotè Cible, est louable, mais pas définitive. Et pour venir à bout du phénomène, il en appelle au civisme des éleveurs pour plus d'harmonie dans la cohabitation agriculteurs-éleveurs. Utilisation des pesticides au Burkina Faso, quelle est la réglementation en la matière? Des hommes et femmes de médias s'informent. C'est une formation sur la protection phytosanitaire initiée par le ministère en charge de l'agriculture avec en toile de fond susciter des productions journalistiques pour sensibiliser sur l'utilisation adéquate des pesticides. Issa Kafando et Ernest Kambiri. Les pesticides, un sujet d'actualité. L'utilisation de ces substances dangereuses et toxiques suscite de nombreuses inquiétudes après le drame de Didi. Au ministère en charge de l'agriculture, l'utilisation durable et rationnelle de ces produits phytosanitaires préoccupe et les journalistes sont mis à contribution. Il était important que nous puissions mettre à profit donc, les acteurs des médias pour nous accompagner donc, dans l'information et la sensibilisation des producteurs, mais également de toute la communauté nationale, parce que la question des pesticides n'est pas seulement une question des techniciens. Il s'agit ici d'informer, sensibiliser, former et de partager avec les journalistes les questions liées à la réglementation, à l'utilisation et à la commercialisation de ces pesticides. Cette session se tient également en prélude à la célébration de l'année internationale de la protection des végétaux. 2021 a été proclamé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, année des pratiques responsables en lien avec les pesticides. Au ministère de l'économie, des finances et du développement, l'on évalue la mise en œuvre des projets et programmes au titre de l'année 2019. De la deuxième revue annuelle, il ressort que le rapport de performance a connu une amélioration par rapport à 2018, et ce, malgré la situation sécuritaire du pays et les mouvements d'humeur tout azimut. Amandine Lalsaga. Le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et du développement se réjouit des performances enregistrées sur l'exécution des projets et programmes au titre de l'année 2019. À la date du 30 septembre, on enregistre 54,2% de taux d'exécution physique contre 46,08% pour l'année 2018. Une performance qui est relativement bonne puisque elle est à la date d'aujourd'hui comparée à la même date en 2018, elle est en progression. Et au niveau financier, au niveau des dépenses qui étaient prévues pour réaliser ces activités, nous sommes à 59,2%. C'est en nette amélioration aussi, on était à 38% à peu près l'année dernière. Donc à ce point de vue, nous pensons qu'on a progressé, mais les contraintes que nous avons connues cette année ne sont pas sans effet sur la performance, puisque au premier trimestre, il y avait des mouvements d'humains ou au niveau du ministère, et puis la situation globale de la sécurité ne favorise pas non plus la bonne exécution. La présente revue des projets et programmes sous tutelle technique du ministère de l'économie, des finances et du développement devra examiner et amender les activités menées par les projets et programmes au sein de chaque département ministériel, et ce, conformément à la réglementation des projets et programmes de développement. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage sensibilise les responsables d'entreprises sur le financement de leur plan de formation. La problématique de la formation continue au profit des entreprises de Haut-Bassin et des Cascades était au cœur d'une rencontre d'échange Drissa Traoré et Moussa Sano. Le monde de l'entreprise appelé à s'adapter face à un environnement en perpétuel changement. La formation professionnelle continue la solution que les FAPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, propose aux entreprises pour les aider
À son initiative, des responsables des entreprises des cascades et des hauts bassins sont réunis ici à Bobo-Dioulasso. L'objectif de cet atelier, c'est de mener la réflexion, comme cela a été dit, sur les enjeux de la formation continue des salariés au sein des entreprises. Et cela en lien avec leur compétitivité et leur productivité. C'est aussi une occasion pour le FAFPA de montrer un peu les procédures qui existent à notre niveau et pour permettre aux entreprises de bénéficier des fonds que l'État a mis à notre disposition pour accompagner la formation continue des salariés. L'un des objectifs également de cette formation est de sensibiliser et d'outiller les entreprises en matière de financement de leurs plans de formation. Une initiative bien appréciée par le CNPB, le Conseil national du patronat burkinabé. Compte tenu du fait que la taxe patronale d'apprentissage avait été prévue pour cela, il convient qu'une partie conséquente soit dédiée aux entreprises pour les permettre de résister à la pression de la compétitivité internationale. Autrement dit, c'est un peu difficile. C'est tout cela qui va cultiver un attrait à la création de nouvelles entreprises quand celles qui sont là ont les moyens de relever les défis. C'est dans ce sens que nous avons été très sensibles et heureux de voir que les autorités actuelles se sont engagées fermement par rapport à cette vision des choses. Cet atelier de sensibilisation des chefs d'entreprise dure une journée. Il entre dans le cadre de l'axe 2 du PNDS, à savoir le développement du capital humain. C'était en octobre 1999 quand des magistrats soucieux de l'indépendance de leur profession mettaient en place un syndicat, le syndicat burkinabé des magistrats. 20 ans après, quel est l'état des lieux des objectifs de base? Une question parmi tant d'autres au cœur de la commémoration des 20 ans du syndicat. Oscar Soulama et Zouaviel David Dabiri. C'est une commémoration sur fond d'introspection. Le syndicat burkinabé des magistrats marque ici ses 20 ans d'existence devant un parterre de personnalités du monde judiciaire. Occasion pour les acteurs de revenir sur l'idéal ayant milité à la création de ce syndicat. En 1999, lorsque nous nous engageons dans la création d'un syndicat, il faut savoir que la question de l'indépendance de la justice était au cœur. Et la justice cette indépendance-là était assaillie de tous les côtés. Donc au niveau des magistrats, nous nous sommes dit que puisqu'il n'y avait pas de répondant du côté des magistrats à travers les syndicats existants, je veux parler du SAMAB et du SMB, il fallait créer une troisième voie pour qu'ensemble les magistrats puissent se donner la main et arracher leur indépendance. Et en 20 ans de lutte, les objectifs sont atteints. La contribution du syndicat burkinabé des magistrats à l'avènement d'une justice indépendante n'est plus à démontrer. Sur le terrain de la défense des intérêts moraux et matériels des magistrats, sur le terrain de la défense de l'indépendance de la magistrature, sur le terrain de l'unité des magistrats, on a fait des bons significatifs et je pense que le SBM a une grande part contributive. Outre l'introspection, le syndicat burkinabé des magistrats fait de cette commémoration une aubaine pour se projeter avec en ligne de mire le combat pour le renforcement des acquis. Il faut qu'on travaille à renforcer le sens de la responsabilité parce que si tout notre discours doit tourner autour de la question des droits, on risque à un moment donné de ne pas être compris. C'est pour ça que nous insistons pour que nos efforts puissent embrasser également la question de nos obligations. 4 communications axées entre autres sur le droit du juge. Le juge de demain meuble l'agenda de cette commémoration. Les réflexions issues de cette thématique pourront éclairer le syndicat dans ses combats futurs. Foi de Moriba Traoré. Hors de chez nous en Californie, un nouvel incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi. Il s'ajoute aux autres foyers contre lesquels des milliers de pompiers se battent depuis quelques jours. La Californie continue de batailler avec les feux de forêt. Un nouvel incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans le comté de Ventura, dans le sud de l'État californien. Il s'ajoute aux autres foyers toujours en activité. Des milliers de pompiers sont mobilisés pour tenter de contenir l'avancée des flammes. Nos efforts ont été entravés par une personne pilotant à distance un petit drone. Apparemment, cette personne voulait prendre des photos aériennes de l'incendie. Mais cela a créé une situation dangereuse.
Non seulement c'est illégal, mais surtout cela gêne nos moyens d'action. De nombreuses zones résidentielles ont été évacuées, ce qui explique que jusqu'à présent il n'y ait pas eu de victimes, mais les dégâts matériels sont très importants. Des milliers d'hectares sont déjà partis en fumée. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon après-midi à tous.